slides sont un peu plus sobres que celles d'Annie. J'espère que ça vous plaira. Donc, moi, c'est Thomas, et je vais vous parler un peu de mon expérience, donc de ce que je fais en animation et de manière générale en 3D. Donc, pour commencer, une petite slide pour préciser que, aussi comme l'a dit Annie, l'animation, c'est vraiment en perpétuel changement. Et même des productions qu'on connaît, en fait, qui ont été pas mal influencées par des nouveautés quand elles sont sorties. Donc, typiquement, la boue dans Shrek, c'était quelque chose de novateur pour l'époque. Ensuite, pour des œuvres un peu plus récentes, on a les cheveux du personnage de Rebelle ou la neige de la Reine des Neiges, donc qui là prennent une part importante dans l'histoire du récit. Côté jeux vidéo, on peut citer le Chaos Engine, donc d'Unreal, qui a été présenté là cet été à la SIGGRAPH, et qui a moins d'1 an, et qui traite cette fois de la destruction en temps réel d'environnement. Et enfin, dans Avengers, donc l'effet des intégrations de certains personnages, je ne dis pas lesquels. Voilà, donc c'est des choses qui... c'est la recherche assez poussée. Voilà. Donc, moi, je m'occupe d'habiller les personnages avec plusieurs couches de vêtements. Donc souvent on me demande à quoi ça sert d'habiller des... Enfin, je dis que je fais des vêtements 3D, on me dit mais à quoi ça sert? Et c'est parce que dès qu'on a un avatar 3D ou un acteur virtuel, faut bien l'habiller. Voilà, il faut bien qu'il soit... ne serait-ce que pour le réalisme de la chose. Et donc mon objectif, c'est d'essayer de faciliter un peu l'intégration de plusieurs couches de vêtements sur les personnages. Parce que en l'état, on met souvent des vêtements plutôt monocouches, ou des formes simplifiées, parce que ça pose des problèmes d'avoir plusieurs couches. Donc moi, dans mon petit speech, là, je vais essayer de parler un peu de cette problématique-là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et je commence maintenant. Hop, donc je vais d'abord commencer par... je commence par ça ou pas? Je vais te casser. Hop. C'est là. Excusez-moi. Avec les flèches. Les flèches. J'ai une petite vidéo peut-être. Je ma souris. Donc la problématique typiquement avec laquelle je travaille, j'ai travaillé au début de ma thèse, c'est que si on veut habiller un personnage, et d'abord on commence par modéliser tous les vêtements du personnage, donc un certain nombre, ici 4, qui chacun vont au personnage. Donc typiquement le personnage va être en T-pose, qui est une pose assez simple sur laquelle travailler. On crée les vêtements, puis après on veut habiller le personnage avec ses vêtements, alors on les met tous, et on se retrouve avec un résultat de ce type-là. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc on est d'accord pour dire que c'est pas terrible, et c'est normal, c'est parce que les vêtements ils ont été modélisés indépendamment les uns des autres, et si on voulait modéliser toutes les combinaisons possibles de vêtements, on demanderait à un artiste, bon tu me fais un t-shirt porté tout seul, mais tu me fais aussi un t-shirt qui est porté sous un pull, un t-shirt qui est porté sous une veste. On peut faire ça pour toutes les combinaisons possibles et imaginables, et ça va demander énormément de boulot à un artiste. Hop. Si vous avez des questions, profitez-en quand je galère. Voilà, c'est bon. Ok, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer. Donc un petit exemple des Sims par exemple. Oui, donc quand on parle d'animation, donc Annie a parlé de studio d'animation, mais ça s'étend aussi aux jeux vidéo, tout ce que je dis. Donc dans les Sims, on est censé pouvoir habiller son personnage, mais en pratique, ils esquivent complètement les difficultés que je viens d'énoncer, en proposant que des vêtements qui sont un peu tous similaires, voire très similaires, et qui vont coller à la peau, et en empêchant de faire toutes les combinaisons. Donc, là, typiquement, on a un certain nombre de vêtements. Ici, on a des vêtements avec des formes un peu fantaisistes, avec un peu de volume, ou ici aussi, des vêtements un peu amples. Mais si je veux les porter avec d'autres vêtements, si je voulais pouvoir choisir vraiment n'importe quelle combinaison, je ne peux pas. Le jeu ne me donne pas la possibilité. Donc, typiquement ici, cette espèce de petite chemisette avec du volume au niveau de l'épaule serait portée avec cette veste-là. La chemisette sortirait au niveau de l'épaule. Ce serait moche, et on ne veut pas que ce soit moche. Ok. Donc je vais montrer, je t'aurais monté une deuxième vidéo, mais d'un autre jeu, savoir comment l'autre jeu se débrouille pour ce problème. Ok. Je suis presque.
Ça, c'est un jeu où on peut équiper son petit personnage, qui s'appelle Henri, je crois. Donc le jeu, cette fois-là, vous donne la possibilité de mettre n'importe quel équipement et n'importe quelle combinaison d'équipements. Du coup, on va pouvoir mettre des équipements qui vont rentrer en intersection les uns avec les autres. Donc, et le jeu va ensuite essayer de corriger ces intersections. Donc là, je vais juste lancer. Alors ça va être vif, il faut regarder au niveau des jambes. Donc là, vous voyez qu'il y a une espèce de culotte médiévale qui descend jusqu'au genou. Et on va lui mettre un pantalon en plus. Et voilà, donc là, c'était vif. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, le pantalon s'est mis une première fois. Et il intersectait. On voit là ou pas? On voit rien du tout. On voit? Ok. Voilà, il faut voir qu'il y a le pantalon et l'espèce de culotte en même temps, les deux sont en intersection. Donc c'est moche. Et bien entendu, le jeu corrige quand même cette configuration-là, parce qu'il ne va pas la laisser comme ça. Mais bon, le fait est que c'est un parti pris du jeu, qui donc fait visuellement, c'est pas très agréable à l'œil quand on change ses équipements et qu'on a ça qui intervient. Voilà. Profitez un peu des vidéos, parce qu'après, ça va être technique, ça va être chiant. Voilà. Donc j'ai dit qu'il réglait les intersections entre les vêtements, le jeu, donc c'est que c'est possible. Donc je vais parler un tout petit peu de comment ils font pour régler les vêtements, ces intersections. Et d'abord dans le cadre de vêtements, parce que c'est le cas simple. J'ai deux vêtements, et ces deux vêtements voient mon personnage, mais quand je les mets les uns sur les autres, bah, ils sont en intersection. Donc pour corriger ces intersections, donc, comme Ami l'a mentionné, tous ces vêtements ils sont modélisés en 3D sous forme de maillage triangulaire. Donc on a tous ces triangles. Et puisqu'on a tous ces triangles, on a des tests mathématiques relativement simples qui permettent de savoir si les triangles sont en intersection ou non. Il y a plusieurs cas possibles, je ne rentre pas dans les détails. Le fait est qu'une fois qu'on a ce test, eh ben, il suffit de le faire pour tous les triangles 2 à 2 de nos deux maillages, pour détecter toutes les intersections entre triangles. Ensuite, on les corrige, donc typiquement localement en bougeant les triangles d'un côté ou de l'autre des vêtements, pour réussir à démêler nos vêtements. C'est le terme technique. Là, ils sont emmêlés en haut et en bas, parce que je sais pas. Bref, ils sont emmêlés, et le but c'est de les démêler, donc de les séparer localement. Excuse-moi, ouais. Les démêlants, il y a moyen de créer d'autres types d'intersections. Tu aurais pu garder la question dans 30 secondes, c'était une transition parfaite. Donc maintenant, le cas de deux vêtements. Donc la réponse est oui. Bon, ce problème-là, il intervient aussi dans le cas de deux vêtements, mais bon, moindre. Donc dans le cas de deux vêtements, on a toujours ce test, mais cette fois on va rajouter des vêtements, voilà, on en a mis 4. Donc déjà le nombre de triangles augmente, donc le nombre de tests augmente aussi. Mais bon, ça, à la rigueur, tant pis. Mais le vrai problème, c'est que ce test-là, il se fait entre deux triangles. Donc on va devoir sélectionner deux vêtements, faire le test entre tous les triangles 2 à 2, les démêler, et en faisant ça, on n'est absolument pas certain de ne pas créer d'autres intersections avec les autres vêtements. Donc ensuite, on va choisir deux autres vêtements, on va les démêler, on peut faire ça 2 à 2, essayer d'itérer et de converger vers un résultat. On n'a globalement pas vraiment de garantie. Donc en fait, là, il va falloir se donner beaucoup plus de contraintes que simplement faire ces tests 2 à 2 et continuer sur tous les vêtements. Voilà. Ça répond pas à ta question? Oui, c'est vrai. Merci. Ok. Bon, ça, c'est un cas encore plus extrême. J'ai mis 9 couches. Donc, voilà. Si on fait des tests 2 à 2 sur tous les triangles, ça casse. Ça, c'était la petite vidéo. Voilà. Si vous n'aviez pas vu, on voit mieux là. Ok. Ça, c'est une petite slide que j'ai recyclée d'une présentation, donc elle est en anglais. Juste pour mentionner que, bien entendu, je ne suis pas le seul à travailler sur ces problématiques-là. Il y a eu plein d'autres boulots qui sont faits dessus. Nous, et moi, pendant ma thèse, je m'attarde vraiment sur le cas de N objets, de N vêtements en simultané. Et c'est ce problème-là qui pose problème à toutes ces méthodes. Donc là, c'est la petite slide un peu technique. Donc là, je viens de vous dire que la représentation par maillage triangulaire, elle était un peu limitée, parce qu'on va faire des tests triangle à triangle, et c'est long, et ça ne marche pas forcément. Et du coup, bon, je vais passer vite. Moi, en pratique, je bosse sur des surfaces implicites, donc j'oublie cette représentation par triangle, et je prends une représentation qui est beaucoup plus mathématique, qui se base sur une fonction. Donc là, c'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des points tels qu'une certaine fonction s'annule sur ces points. On dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais un petit exemple, si on prend une fonction f définie comme ça, et qu'on regarde l'ensemble des points x, y, z tels que f s'annule, on se retrouve avec une sphère de rayon R centrée en x0, y0, z0. C'est un exemple classique et simple.
Et voilà, bon bref, c'est l'outil que j'utilise, donc voilà, on convertit nos maillages triangulaires en surface implicite. On a des images qui sont jolies, et ça permet d'avoir des propriétés sur les surfaces qui vont nous permettre de mélanger tout en même temps. Voilà, donc, sans avoir à faire des comparaisons 2 à 2 triangle à triangle. Et ça, c'est génial. Et un petit, pour que ce soit un peu moins abstrait, enfin, ça va toujours être abstrait, mais un petit fun fact, c'est ce qui est utilisé pour la boue dans Shrek. Voilà. Donc pour dire que ce que j'utilise, c'est pas sorti du chapeau, c'est utilisé depuis les temps immémoriaux, et ça continuera à l'être. Voilà. Thomas, tous les vêtements peuvent être modélisables par des surfaces implicites? Non. Quel type D'autres de questions? À l'œil nu, c'est pas différenciable. Tu peux pas dire ça, c'est un vêtement qui a une surface implicite ou pas? Alors c'est une bonne question. Je vais enlever Shrek parce qu'il est. Déjà là, on voit le t-shirt est là, la surface implicite est en vert. Donc on voit que la surface implicite n'est pas, elle est sur le vêtement, mais elle est aussi en dehors du vêtement. Donc je ne rentre pas dans les détails. Faire ça, ça demande aussi de se donner quelques conventions et quelques règles à respecter. Avec ces règles-là, on arrive à peu près à représenter tous les vêtements, sauf des cas problématiques type écharpe. En gros, il faut que les vêtements puissent avoir une notion relativement simple d'intérieur et d'extérieur. Voilà. L'intérieur et l'extérieur d'une écharpe est un peu plus compliqué à expliquer. Genre chapeau, c'est ok? Un chapeau, on peut se débrouiller. On y arrive. Une casquette, j'ai entendu? Ah, aussi, ouais. Voilà, du coup j'ai parti toute la partie technique qui explique comment je fais et quelques petits résultats. Donc j'ai un état qui est emmêlé au début et je le démêle éventuellement en changeant l'ordre des couches. Donc c'est le truc qu'on est capable de faire avec cette méthode-là. Pareil, donc ici j'ai mis un ordre à la con, j'ai mis le t-shirt au-dessus de la veste. Pourquoi pas. Ça c'est mon cas extrême. Donc là on voit que c'est quand même vachement le bazar, donc notamment ici. Hein. Donc là j'ai 9 couches qui sont vraiment les unes sur les autres, complètement entassées. Et là, du coup, on a réussi à les démêler et à les mettre en contact 2 à 2. Voilà, et en dessous, c'est une vue transversale. Tu peux mettre une forme un peu absurde, typiquement la casquette, la mettre au niveau du ventre et mettre une grande partie. On peut essayer. Non, ouais, on peut essayer. Après, bon, il y aura des Enfin, je peux pas garantir que ça marche. On est en recherche. Ça ne marche pas tout le temps. Et c'est bon, je t'ai répondu. Ouais. Du coup, ça marche en temps réel ou alors non, c'est. Je peux parler d'exemple calcul ici. Ça, sur un exemple comme ça, non, il me faut 5 secondes pour arriver au résultat là-bas. Sachant que c'est pas très long quand même par rapport au nombre de couches et qu'en pratique, ça c'était un exemple un peu jouet pour montrer qu'on était robuste au nombre de couches. En pratique, on a 3-4 couches, on va dire, en production et en fonction de la taille des intersections, ça prend dans la demi-seconde, la seconde. En fonction du PC aussi. Ça c'était fait sur un laptop qui est pas mauvais, mais on peut monter un peu en performance sur les tours. Voilà, et un autre cas extrême où j'ai mis 30 t-shirts à un personnage. Donc ça c'est vraiment extrême de chez extrême. Hein. Donc chaque triangle est en collision avec 29 autres triangles minimum. Donc si on devait faire des détections 2 à 2, on est foutu. Et du coup, notre méthode, on arrive à peu près à... Ça craint dans le piment et dans le fond, ils se demandent à quoi ça sert. Et moi, je vais vous dire, ça sert à modéliser du coup les mouvements de nombre de t-shirts. Voilà. Donc tout ce que je fais est utile. Voilà, je conclus sur son expérience de doctorat, en doctorat, mais en général. J'ai pas dit, mais je suis en 3e année, donc j'entame la dernière année. Et jusqu'ici, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'aimerais juste revenir sur un petit préjugé que j'entends souvent. C'est que le doctorant, il est tout seul dans son bureau, dans sa chambre, il gratte, il déprime, il n'y arrive pas, c'est très solitaire. S'il y arrive, c'est tant mieux pour lui, s'il n'y arrive pas... en pratique, pas forcément, parce qu'on a vraiment une équipe et des encadrants qui sont là pour ça. Et notamment ces encadrants-là, c'est des chercheurs, c'est des gens qui ont fait une thèse avant, qui ont goûté à la recherche, qui ont beaucoup aimé, ils sont devenus chercheurs, et depuis, ils n'ont plus le temps de faire de recherche. Donc ils sont absolument ravis d'avoir des thésards avec qui discuter, et avec qui donner éventuellement leurs idées, si le thésard bloque, pour les voir être un petit peu réalisées. Donc en pratique, les thèses qui bloquent, qui vont nulle part, et où le thésard déprime,
sont pas monnaie courante. Voilà. Pourtant, je vois beaucoup qui pensent ça. Un petit mot, j'ai pas écrit sur ma slide, mais sur les débouchés, après. Donc faire une thèse, c'est obligatoire si on veut continuer dans la recherche. Donc on peut faire chercheur ou enseignant-chercheur, si on veut continuer dans la recherche. Éventuellement, alors quand je dis continuer dans la recherche, si on va en recherche et développement dans une boîte, je pense pas qu'il demande de doctorat en particulier, mais Il y a des domaines où ils demandent. Ouais, ça dépend. En Amérique, beaucoup. ok. Si tu restes en France, Non mais ouais, Ouais, ouais. aussi. Ok. Il y a des questions fiscales qui font que tu seras très bien embauché après un doctorat. Ah mais les raisons fiscales, tu les oublies à partir du moment où tu rentres en doctorat. Tu mets de côté l'argent. La boîte, en fait, si tu as un Ah, oui. doctorat, tu es gratuit les 3 premières années à peu près, donc t'inquiète pas, tu vas être embauché. C'est gratuit sans regarder le salaire qu'il donne. Tu peux avoir Oui, un c'est bon avec salaire qui serait gratuit. les fameux crédits impôt recherche. Ouais. Oui, oui, bah, voilà. J'étais intéressé. Donc moi, en particulier dans mon domaine, donc de ce qui est l'animation, ça touche aux jeux vidéo, ça touche aux studios d'animation, ça touche à Disney, à Pixar. Voilà, c'est assez large et c'est que des domaines un peu rigolos, quoi. On reste dans le fun. Faire une thèse, c'est donc être libre d'explorer ses idées, hein, ça c'est sans pareil. Et c'est aussi une opportunité de voyage, d'expériences diverses et variées. Donc voilà, j'ai eu la chance d'aller à SIGGRAPH cet été, c'était à Los Angeles, donc c'était la première fois que je traversais l'Atlantique. J'étais très content. Et je termine sur une toute petite anecdote sur le genre de choses qu'on trouve dans ces conférences. Il y avait une équipe de Japonais qui ont développé une queue, un exosquelette queue. Donc de la même façon qu'un chat qui va utiliser sa queue quand il court pour se balancer, s'équilibrer. Là, c'était fait pour l'être humain, pour pouvoir le balancer. Et donc moi, cette queue, je l'ai essayé. Et j'étais très déçu d'apprendre qu'elle ne marchait pas. En fait, c'était une preuve de concept. Ils ont fait la queue, ils l'ont amenée pour prouver qu'elle pourrait marcher, mais elle ne marchait pas. L'anecdote s'arrête là, sur cette touche d'espoir. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai des questions. On a vu sur l'exemple avec les 30 t-shirts, à la fin, le dernier t-shirt il est beaucoup plus large que de base. Est-ce que tu as la possibilité de rajouter, on va dire, une limite sur la taille de la surface, puisque tu marches par surface, et est-ce qu'après on pourrait imaginer aller plus loin selon les matériaux, avoir des matériaux extensibles ou non? Alors, sur les matériaux extensibles ou non, on a déjà une sorte de paramètre qui gère en fait l'influence relative des différents vêtements. Donc, typiquement, je peux mettre un matériau avec influence relative infinie, il ne va pas bouger. Donc c'est tous les autres vêtements qui vont autour pour essayer de s'adapter. Après, les contraintes sur la taille des vêtements et tout, on n'y a pas spécialement pensé. Et ce n'est pas forcément le but. Parce que là, le but, c'est d'obtenir une configuration finale qui est sans collision. No matter what, quoi. Quel que soit le coût, quitte à laisser une animation après régler les problèmes d'extension du vêtement. Donc là, le dernier t-shirt qui se faisait étendre. Après, on lance une simulation physique dessus et éventuellement, il va essayer de se recontracter et de compresser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais dans notre méthode, on ne gère absolument pas ça. Juste pour rebondir, parce que ouais, du coup, l'illusion du poids que tu peux avoir d'un tissu, d'une matière ou autre, c'est pareil aujourd'hui, tu ne le traites pas encore, mais ça peut éventuellement. Du coup, si typiquement sur cet exemple-là, je ne sais pas si c'est un peu visible quand même. Ici, on a un t-shirt auquel on a mis une influence pas très forte, et par-dessus une veste qu'on a voulu mettre en cuir, d'où sa couleur, vous l'aurez tous remarqué. Et du coup, ce qu'on voit ici, c'est que la veste est très peu modifiée. C'est le t-shirt à l'intérieur qui s'est retrouvé écrasé. Est-ce que typiquement dans tes exemples, quand tu as des codes de maille ou autre, j'imagine que. Voilà, les codes de maille ne doivent pas bouger. Et vous bossez avec des boîtes style la Renault, des choses comme ça, où du coup tu pourrais acheter tes vêtements et que ça matche bien, tu te dis ah, ça, tu mets ton corps et la casquette sur le ventre. On ne met pas avec. Ouais. Je crois que ça existe, il y a des sites où justement tu peux prendre en photo et ils te matchent le vêtement sur toi et tu Mais est-ce peux que tu peux combiner enfiler les couches à ce moment-là? peut-être pas avec plusieurs, mais Je vais faire peut-être un sujet, tu vois. Ouais. Alors en gros, ouais, ça existe, l'essayage virtuel. C'est plutôt une couche, pas beaucoup plus. Et par contre, il y a une boîte aux États-Unis qui commence à faire ça un peu, et ils m'ont contacté quand ils ont vu ça pour me demander un peu comment ça marchait, et ils ont implémenté ma méthode.
J'ai pas eu de nouvelles depuis, donc peut-être qu'elle marche pas en fait. Le fait est que ça a des applications en essayant. Je sais pas si tu as essayé de faire des animations dessus, donc par exemple si tu animes le bras, est-ce que les solutions elles sont continues? Donc est-ce que tu auras, le fait que ça bouge, est-ce que tu auras des discontinuités? Alors on n'a pas spécialement essayé de faire de l'animation dessus. A priori non, parce que tout va être continu et l'opérateur que j'utilise est continu, donc normalement il n'y aura pas de discontinuité. Cependant, il y a d'autres problèmes qui se posent par rapport à l'outil mathématique que j'utilise et qui font que d'utiliser frame à frame sur une animation, c'est... faut pas.